Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Djibouti prend part au premier congrès mondial sur le terrorisme. Le président de l'Assemblée nationale représente la République de Djibouti. Et concernant la COP27 au Caire, les dirigeants africains demandent des fonds pour les climats aux pays développés. Voilà pour les titres, bonjour à tous. À l'instar des pays du monde, la République de Djibouti célèbre a participé à l'Assemblée générale des Nations Unies à la tête d'une importante délégation, notamment la députée Ahmed Mohamed, le président de l'Assemblée nationale Mohamed Ali Ahmed participe au premier congrès mondial sur le terrorisme et ses victimes au siège des Nations Unies à New York les 8 et 9 septembre 2022. Premier du genre, ce sommet organisé par le Bureau de lutte contre le terrorisme des Nations Unies mobilise les membres des sociétés civiles mais aussi des universitaires et des experts spécialisés dans la question du terrorisme et ses victimes. Fait marquant, le secteur privé est aussi impliqué dans ces débats qui doivent déboucher sur l'élaboration d'une stratégie mondiale de lutte contre ce fléau rampant qui menace la sécurité dans le monde. Et dans une importante allocution prononcée à l'Assemblée générale des Nations Unies, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a balayé large sur les tenants et aboutissants de cette rencontre au sommet. Il a d'abord rendu hommage au Bureau des Nations Unies qui a lancé la campagne Memories, lancée à Malaga, en Espagne, en mai 2022, lors de la session Victimes et survivants du terrorisme en marge de la conférence de haut niveau des Nations Unies sur le droit de l'homme, la société civile et la lutte contre le terrorisme. On écoute le président Ahmed. Honneur de m'exprimer devant cette auguste assemblée pour traiter de ce sujet si sérieux et si grave. J'aimerais d'abord me joindre à vous tous et avoir une pensée émue pour toutes les victimes de ces fléaux qui se trouvent partout dans le monde. Nous sommes tous conscients des énormes ravages et des immenses pertes en vies humaines causées par le terrorisme à travers le monde et singulièrement en Afrique. Combien sont-ils ceux qui sont morts, qui sont handicapés à jamais, qui sont traumatisés, qui sont désespérés, ceux qui vivent en silence les morsures et blessures d'un ennemi qu'ils ne connaissent même pas. C'est un hommage à l'ensemble de ces victimes que nous sommes rassemblés ici aujourd'hui et comme l'a si bien dit le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que le sort des victimes du terrorisme ne tombe pas dans l'oubli. Pour y arriver, nous devons humblement accepter que le chemin à parcourir reste encore très long. Comme je l'ai déjà souligné lors de la conférence sur le même thème organisée à Doha en juin dernier, les niveaux de prise en charge, la qualité de soutien apporté aux victimes du terrorisme, les devoirs de mémoire qui leur est consacré différents selon le pays. Si certains États africains disposent de lois spécifiques pour l'aide aux victimes du terrorisme, il y a lieu de reconnaître que leur application laisse souvent à désirer en raison de priorités et parfois de l'insuffisance des moyens. Ailleurs, au titre du devoir mémorial des musées, des monuments, des stèles sont dédiés aux victimes du terrorisme et leurs enfants considérés comme pupilles de l'État, alors que certains États de notre continent arrivent difficilement à remettre en état les biens collectifs détruits. C'est pourquoi nous lançons un appel pressant à plus de solidarité internationale, régionale et nationale. Permettez-moi de rendre hommage au Bureau de lutte contre le terrorisme des Nations Unies qui organise ce premier congrès mondial sur le terrorisme et ses victimes. C'est une occasion unique pour les États membres de joindre leurs efforts pour soutenir les victimes du terrorisme. Je voudrais m'incliner devant le courage et la force de résilience des victimes du terrorisme qui sont parmi nous et qui sont venus partager leur expérience, leur parcours dans la voie de la résilience. Je salue également la contribution de la société doit apporter à ce travail.
Et par la suite, le président Ahmed, poursuivant son discours, a souligné l'engagement ferme et la détermination de la République de Djibouti derrière son président Ismaël Omar Guelleh dans la lutte contre le terrorisme à travers une législation renforcée qui punit le plus sévèrement possible les coupables d'actes ou même de velléités terroristes. Nous aurons donc l'opportunité d'apprendre et d'échanger sur les meilleures pratiques des États et des organisations de la société civile sur les méthodes les mieux indiquées pour faire reculer les menaces liées à ce fléau et déraciner les causes profondes de ce mal absolu qui menace nos sociétés modernes, d'où l'idée de cette campagne qui raconte les histoires d'une série d'objets possédés par les victimes présentés dans l'exposition cinématographique ou photographique Mémoire et partage. Les souvenirs et les émotions de ces objets représentent pour leurs propriétaires ces moyens assez simples s'est avéré très puissant pour le public qui les rapproche ainsi des victimes et partage les ressentis et surtout leurs pertes. Cela les aide aussi à mieux comprendre l'importance de se souvenir et de rendre hommage aux victimes du terrorisme dans le monde. Mesdames et messieurs, le Congrès mondial a été pensé pour susciter un véritable dialogue et une interaction entre toutes les parties prenantes dans le but ultime et de sensibiliser aux droits et aux besoins des victimes du terrorisme, de plaider pour le respect et la protection de ce droit et de mieux répondre aux besoins des victimes sur la base des meilleures pratiques et normes internationales. Cette auguste assemblée a une responsabilité historique, celle de définir la conduite à tenir et penser à une approche centrée sur les victimes pour promouvoir et protéger les droits des victimes et répondre à leurs besoins. Ce congrès mondial a été préparé de manière à aborder le phénomène du terrorisme dans toutes ses acceptions. Excellences, Mesdames et Messieurs, si mon pays a été relativement épargné par le terrorisme, c'est grâce à l'engagement et la détermination du chef de l'État, Son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui a pris le devant depuis le début dans la lutte contre le terrorisme, un engagement qui s'est manifesté dans la participation de la République de Djibouti au programme européen de lutte contre la piraterie maritime dans le cadre de la mission Atlante. Je voudrais encore remercier les États participants, que les organisations de la société civile, les experts, les universitaires et les victimes elles-mêmes qui nous accompagnent pour définir les meilleures pratiques afin de défaire les pensées du mal et les esprits qui veulent installer le chaos. J'aimerais souhaiter plein succès aux travaux de ce congrès. Je vous remercie de votre attention. À l'instar des pays du monde, la République de Djibouti a célébré ce week-end la journée internationale de l'alphabétisation au siège de l'Union nationale des femmes djiboutiennes sous le thème « Transformer les espaces d'apprentissage d'alphabétisation ». Son objectif étant de rappeler et souligner l'importance de l'alphabétisation qui relève de la dignité et des droits humains et progresser vers une société plus alphabète et plus durable. Depuis sa création, l'UNFD prône une politique éducative qui revendique pour les femmes djiboutiennes le droit d'apprendre. Des campagnes d'alphabétisation sur mesure pour adultes en langue française sont organisées par l'UNFD en collaboration avec ses partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux. Cette journée a constitué une opportunité pour l'équipe de coordination du programme national d'alphabétisation avec à sa tête un ancien inspecteur de l'éducation nationale de présenter les évolutions et les obstacles rencontrés au cours de l'année précédente. Écoutons à présent les interventions de la vice-présidente de l'UNFD et de la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille. Une fois de plus, nous voilà réunis pour célébrer ensemble la Journée internationale de l'alphabétisation des adultes. Une occasion d'honorer nos compatriotes n'ayant pas eu l'opportunité d'aller à l'école, mais pour lesquels nous continuerons à nous battre pour les sortir définitivement de l'analphabétisme. En présence des membres du gouvernement, sans lesquels nous ne serions pas possible de mener ce combat, notre organisation, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, présidée par la Première Dame, réitère ses vifs remerciements à Mesdames et Messieurs les ministres ici présents, ainsi que les partenaires qui nous accompagnent. Si la guerre contre l'analphabétisme n'est pas encore finie, nous avons l'honneur de partager avec vous aujourd'hui des combats gagnés contre ce fléau grâce à un financement
du projet PISCA de l'ambassade de France. Un engagement et une gestion collaborative du programme d'alphabétisation s'avère donc nécessaire. Mais si l'implication des institutions publiques est acquise, il nous appartient de mobiliser également le secteur privé et la société civile, car l'alphabétisation est l'affaire. C'est pour moi un grand honneur d'être ici au siège de l'UNFD pour célébrer la Journée internationale de l'alphabétisation, mais aussi pour féliciter les femmes qui se sont engagées en matière d'émancipation pour leur réussite et surtout la reconnaissance de leur rapport à l'épanouissement de la nation, évidemment à travers leur foyer, leur famille et leur commune. C'est également un grand honneur de représenter ici devant vous, devant cette assemblée composée de distingués invités, son Excellence Madame Mouna Ousmane Aden, ministre de la Femme et de la Famille, pour célébrer cette journée internationale de l'alphabétisation. Le niveau de l'alphabétisation et de l'éducation de la société a des évidences importantes sur le développement économique des pays et sur les conditions sociales de la population. Ainsi, l'investissement en capital humain est une nécessité incontournable pour qualifier la majorité de la population. L'analphabétisme continue et c'est un fléau qui entrave l'évolution économique, politique et socioculturelle d'un pays. Et de son côté, la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Mme Ouloufa Ismail Abdou, s'est réjouie donc de la célébration de cette journée. On l'écoute. C'est pour moi un immense plaisir de prendre la parole ici dans cette magnifique salle de l'UNFD. C'est pour moi également l'occasion donc de célébrer avec vous la Journée internationale de l'alphabétisation des adultes, qui revêt pour nous une importance particulière, car notre religion, l'islam, a toujours prôné le savoir et donc la lutte contre l'illettrisme et l'ignorance. Ainsi, la lutte contre la pauvreté débute par l'éducation. C'est dans ce sens que le thème choisi pour cette année est de transformer les espaces d'apprentissage d'alphabétisation, surtout dédiés aux adultes. Je voudrais, à l'entame de mon intervention, rendre un hommage appuyé à la première dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Madame Khadra Mahmoud Haït, pour son combat inlassable, son engagement constant et sa forte détermination pour la promotion et l'alphabétisation des femmes djiboutiennes. Mes remerciements vont également à l'endroit de l'ensemble du staff de l'UNFD pour l'organisation de cette importante cérémonie et de leurs efforts inlassables. Je saisis également cette occasion pour saluer le partenariat exemplaire et la franche collaboration entre le ministère des Affaires sociales et des Solidarités et l'Union nationale des femmes djiboutiennes dans le cadre de la mise en œuvre des engagements relatifs à l'alphabétisation des adultes. Comme vous le savez, l'alphabétisation relève de la dignité et des droits humains et constitue un des piliers fondamentaux du développement du capital humain et demeure la solution idoine pour rompre le cercle vicieux et intergénérationnel de la pauvreté. Le défi de l'alphabétisation demeure, comme l'a dit la vice-présidente et mon collègue de l'éducation, l'affaire de tous, est un enjeu majeur de développement pour notre pays, raison pour laquelle je voudrais adresser un vibrant hommage aux actions menées par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le ministère de la Femme et de la Famille, ainsi que nos partenaires au développement dans ce domaine. Je ne saurais donc clore mes propos sans remercier et féliciter chaleureusement les politiques clairvoyantes de notre chef d'État dans son engagement et ses politiques éducatives et sociales. Son effort et son dévouement et son engagement inlassable à nos côtés afin de construire une société djiboutienne plus résiliente, plus inclusive et durable. Et clôturons la série des interventions. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a rappelé l'importance de l'alphabétisation. Je commencerai mon discours par saluer la première dame et présidente de l'UNFD, Son Excellence, Madame Khadra Mahmoud Haït, pour lui témoigner ma profonde reconnaissance quant à l'œuvre qu'elle accomplit pour l'UNFD, une ONG
qui œuvrent sans relâche au bien-être social. Mes salutations vont également à vous tous qui travaillez sans cesse pour faire rayonner l'UNFD au plan national comme au plan international. Madame la vice-présidente a évoqué tout à l'heure des combats gagnés sur l'analphabétisme. Je tiens à la rassurer que chaque combat gagné contre ce fléau nous rapproche de la victoire. Vous pouvez être fiers de ce que vous avez réalisé et nous vous en assurons que notre contribution à cet effort national sera pérenne. Car, comme vous l'avez si bien dit, mesdames, l'alphabétisation est l'affaire de tous. Je m'adresserai enfin aux honorables lauréates des différents groupes ici présentes. Je leur dirai tout simplement félicitations. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle poursuivra et augmentera, Inch'Allah, s'il le faut, son appui à cette noble cause qu'est la lutte contre l'analphabétisme. Mes services sont actuellement à l'œuvre pour la réédition du manuel de l'apprenant et la duplication du guide du professeur de 3e année. Et dans le dossier de cette édition, la propreté de la ville de Djibouti est à l'ordre du jour ces derniers temps. Le souci majeur des autorités de la capitale demeure la prolifération des ordures ménagères à travers la capitale. Un des facteurs de la prolifération demeure les sacs plastiques. C'était le dossier de cette édition. Reportage. La capitale voit de plus en plus la prolifération des sacs plastiques. Ces sacs plastiques déforment notre environnement immédiat et se retrouvent par milliers dans la nature et sont responsables de la destruction de la biodiversité. Entre 100 et 400 années sont nécessaires pour qu'ils puissent se dégrader. Comme ils sont légers, ils ont tendance à s'envoler et on les retrouve partout dans les milieux naturels, les champs, les infrastructures routières et mers, où ils contribuent à la dégradation des paysages. Une source de pollution considérable durant tout leur cycle de vie. Ils étouffent et étranglent de nombreuses espèces marines, comme les tortues, les dauphins, les thons, qui les ingèrent, car ils les confondent avec des proies. Face à cette situation préoccupante, la République de Djibouti a pris le 20 avril 2016 un arrêté présidentiel portant sur l'interdiction et la commercialisation des sacs et emballages non biodégradables. Il faudra donc trouver des solutions économiques, durables et viables pour mettre fin aux nuisances sur l'environnement causées par les déchets plastiques. Malgré cela, de nombreux sacs plastiques d'emballage se retrouvent sur le marché, notamment dans les grandes boutiques et grandes surfaces. C'est dans cette optique de réduire cette prolifération qu'une usine de recyclage du plastique, Factory, a été créée pour recycler les sacs plastiques qui jonchent partout. Cette unité de production devait à l'origine fournir du travail à des centaines de nos concitoyens pour la collecte des sacs qu'une fois à la Jeep Plastic Factory seront transformés en sacs biodégradables. Nos clients nous disent souvent que les autres sacs plastiques sont moins coûteux que les nôtres et c'est normal car ce sont des sacs de contrebande. Nous avons embauché plusieurs jeunes. Nous utilisons des machines avec de l'électricité ou du carburant et notre coût de production est élevé, ce qui explique notre prix de vente. Dans un futur proche, notre entreprise va se projeter dans le recyclage de masse pour réduire la dégradation de la biodiversité. Ce projet consistera à acheter des sacs plastiques usés par kilo pour les recycler et cela va générer beaucoup d'emplois. Reste à savoir maintenant si ces sacs plastiques sont réellement biodégradables. Toujours est-il que le sac plastique pollue notre environnement immédiat. Reste à déterminer leur origine et leur provenance afin d'établir les responsabilités de chacun. Dans l'actualité également, l'équipe Arta Solar 7 s'entraîne activement pour le grand match, le match de la CAF, qui se jouera demain contre les géants Soudas Al-Mérite au stade de Hassan Gouled. Au cours de la séance d'entraînement, les joueurs ont effectué donc des exercices pour consolider leur capacité de coordination en attaque, leur soutien mutuel en défense et leur flexibilité. Ces stages
avait pour objectif de renforcer certaines connaissances et théoriques ou pratiques, ou d'une manière plus générale de permettre aux joueurs de garder le rythme régulièrement. L'équipe Arta Solar 7 avait passé près d'un mois en Tanzanie pour la préparation des matchs de la CAF. Le premier match du premier tour préliminaire est composé de 2 matchs, dont la première sera jouée contre l'équipe Al Mérite, deuxième du championnat soudanais et l'une des meilleures équipes du Soudan. Il est à noter que la formation Arta Solar 7 a signé 9 nouveaux joueurs, dont le joueur international Salomon Kalou, dans le but d'aider à construire l'équipe et d'être pleinement préparé pour la CAF Champions League. Chaque année, la CAF, en collaboration avec les associations membres et les ligues, s'engage dans un processus d'octroi de licence qui se concentre sur l'amélioration du football de club. Un total de 58 clubs et de 46 associations membres de la CAF ont été licenciés pour l'édition 2022-2023 de la CAF Champions League. Arta Solar 7 fait partie des clubs qui ont été autorisés à participer à la Ligue des Champions et à la Coupe de la Confédération Total Energy 2022-2023. Joueur d'Arta Solar 7, joueur de l'équipe nationale. Donc voilà, nous sommes bien arrivés à Djibouti. Nous avons fait un stage de presque 1 mois en Tanzanie. Donc il y a eu 9 joueurs qui sont partis en sélection. Nous sommes revenus le dimanche soir, en même temps que les joueurs qui sont restés en Tanzanie. Donc voilà, de là, nous sommes bien. Tout le monde va bien, on compte sur vous. On compte sur vous pour le match du 11 septembre. C'est un grand moment pour le club, pour l'histoire du club, pour l'histoire du pays. Donc on espère beaucoup de soutien de votre part. Et les personnes vivant dans la région d'Arta. Donc voilà, pas uniquement eux, c'est un match pour tout le pays. Donc on est prêt à marquer l'histoire, on compte sur vous. Nous, on travaille dur de notre côté. Nous sommes conscients qu'on a les capacités, donc on va s'accrocher, on va se battre jusqu'au bout. Et Inch'Allah, j'espère qu'on reviendra au pays avec la victoire. Le village de Daï, dans la région de Tadjoura, a accueilli hier une trentaine de jeunes de la capitale pour un séjour de 3 jours dans le cadre du jumelage. Arrivé dans la soirée, la délégation a été immédiatement prise en charge depuis l'accueil jusqu'à l'hébergement, en passant par le dîner, par le gestionnaire du complexe sportif de Daï, Issa Ahmed et son équipe. La délégation a été pilotée par les responsables du secrétariat d'État au sport, notamment le directeur de région et le coordinateur des sports. Elle a été également accompagnée des élus locaux de la ville de Djibouti. Très tôt donc ce matin, la journée a débuté par la prise de contact des jeunes des 2 milieux, suivi d'un petit déjeuner et les consignes de coordinateur des sports qui leur rappelaient l'objectif du jumelage avant de prendre la route vers la forêt du Daï. Dans cette optique, les jeunes jumelés ont initié une série d'activités telles que le ramassage des déchets plastiques, facteurs de pollution de l'environnement, et une sensibilisation sur les méfaits de ces derniers sur l'environnement, ainsi qu'une plantation et un entretien d'arbres au sein de la forêt, respectant minutieusement les conseils du guide pour favoriser le développement de l'équilibre naturel. Et un atelier interactif est venu renforcer l'après-midi un peu plus l'idée et les objectifs du jumelage. Les jeunes ont été par la suite initiés à l'art de la traite des chèvres et des vaches, mais surtout au dressage des dromadaires, une expérience unique qui a marqué plus d'un. Ces actions furent félicitées et encouragé par les autorités locales et surtout par la population. Il a été donc noté que ces genres d'initiatives de jumelage sont prépondérantes à l'épanouissement de nos jeunes. Nonobstant, ce petit séjour à Daï a éveillé en eux des compétences de vie comme la protection de l'environnement, leur appartenance à une identité commune et nationale. En outre, une chose est sûre, des vocations naîtront chez certains d'entre eux devant cette nature et ces expériences de vie rencontrées. L'Association nationale des collectivités locales de Djibouti, en abrégé l'ANCLD, a organisé à Ali Sabié, chef-lieu de la région éponyme, un atelier sur des projets d'appui à l'engagement de la société civile dans le processus de développement régional financé par l'Union européenne à travers l'Association internationale des maires francophones. Cet événement, présidé par le président du conseil régional, a regroupé les présidents et membres des associations de la société civile et des membres de l'ANCLD, animateurs de l'atelier. Le président du conseil régional a souhaité la bienvenue aux participants et aux initiateurs de formation à Ali Sabié et particulièrement au siège de son institution. Il les a exhortés de profiter au maximum des enseignements de l'atelier afin de présenter des projets viables utiles. Ce projet est porté par l'AMF, Association internationale des maires francophones,
qui travaille en partenariat avec la NCLD, bien sûr, afin de renforcer la capacité aujourd'hui de la société civile. Quand je dis aujourd'hui, parce qu'au début, elle avait commencé avec le premier projet intitulé « Appui aux autorités locales ». Donc ça, c'est la suite. Aujourd'hui, on renforce la société civile afin que la société civile puisse jouer son rôle, le rôle qui lui revient dans le développement. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous ce matin pour échanger avec vous par rapport au projet participation de la société civile à la gouvernance et au développement local. Un projet qui a l'ambition, n'est-ce pas, de contribuer, de renforcer les différents acteurs du développement local pour l'essor, l'émancipation, pour bon niveau de développement local au niveau d'Alice Abié et de l'ensemble des régions. Et dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des marchandises de contrebande de tout genre, les douaniers de la région d'Ali-Sabié, en étroite collaboration avec les policiers, ont intercepté une importante quantité de sacs de khat de contrebande. La marchandise saisie à cette occasion était de 2000 kg de khat que les contrebandiers voulaient acheminer vers Ali-Sabié. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité est détruite sur place en présence du chef de la brigade de douane d'Ali-Sabié. Le préfet de la région d'Ali-Sabié a félicité de l'étroite collaboration des éléments de la douane et de la Force nationale de la police d'Ali-Sabié qui ont participé à ces opérations de lutte contre la contrebande. Actualité internationale à présent, au Caire, les dirigeants africains demandent des fonds pour le climat. 24 pays d'Afrique ont appelé des pays développés à tenir leur engagement financier pour aider le continent à lutter contre le changement climatique. Cette rencontre de 3 jours accueillie par l'Égypte dans la nouvelle capitale qui sort des sables à 50 km du Caire s'est déroulée après un sommet lundi aux Pays-Bas destiné à soutenir l'Afrique face au changement climatique. Et les représentants de 24 pays africains appellent les pays développés à respecter leur engagement financier pour aider le continent à s'adapter au changement climatique en prévision de la conférence mondiale de l'ONU sur le climat, la COP27 prévue en Égypte en novembre, ont-ils annoncé dans un communiqué. Hier, les dirigeants africains ont, eux, appelé depuis le Caire à réduire le coût de l'emprunt vert, citant le rôle déterminant des organisations financières internationales et des banques multilatérales de développement dans ce domaine. Pour l'Égypte, ce forum aura permis de préparer le terrain pour le jour de la finance qui aura lieu durant la COP27 et qui est organisé par le ministre des Finances égyptien, a déclaré donc le ministre de la Coopération internationale durant la cérémonie de clôture du forum. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre très aimable attention. Excellent site de programme sur Télé Djibouti.